Bon, alors je sais ce que j'ai dit hier, que j'allais me raser, que j'allais changer de vêtements, et puis j'ai eu la flemme. Ah, et je continue à dormir presque 24 heures sur 24. On dirait quelque chose comme je sais pas, un, un petit marsupial qui dort tout le temps. Voilà, donc en fait je n'ai pas respecté ma promesse, je ne me suis pas rasé, il y a la vieille peau de banane d'hier qui est là, parce que j'ai pas fait le ménage non plus. Et, euh, Et voilà, je sais pas ce que vous faites. J'en vois là, ils ont l'air très, très, très actifs. Bon, j'ai avancé sur la cuisine quand même. J'ai remis les étagères après avoir repeint, etc. Mais bon, il reste tellement de choses à faire. Puis le roi Merlin devait me faire le bloc avec four, lave-vaisselle, etc. Et puis finalement, c'est pas possible quoi. Donc je me retrouve avec le vieux bloc d'origine qui est toujours pas remplacé. Le roi Merlin, c'est cher, hein, pour un bloc avec évier, plaque, four et non. Je sais pas, ça fait plus de 2000 euros, quoi. 2000, 2200 euros. Je trouve ça un peu cher, en fait. Donc, on va terminer. Aujourd'hui est un grand jour. Autoportrait d'Édouard Levé. Ça, alors là, voilà, il reste 5 pages, donc on va les terminer. Donc, on en était à la page 120. Et en avant, quoi. Hein, je vais pas. Ah non, il faut que je vous montre quelque chose d'incroyable. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est beau, hein? C'est un ciseau. C'est une paire de ciseaux. Oui, on ne dit pas un ciseau, on dit une paire de ciseaux qui sert à couper les cordes éthériques. Rien à voir avec la choucroute, mais je trouve l'objet très très beau. Bon, j'ai pratiqué le rite, ça a moyennement fonctionné, si un petit peu quoi. Euh, ouais, ça a un peu fonctionné. En tout cas, c'était bien cool à faire. Voilà, je vous conseille. Et puis j'aime bien. Il me reste du coup de cette expérience, de ce petit délire, il me reste les ciseaux qui sont vraiment très très beaux. Et regardez, ça s'ouvre en fait. Et je sais pas, j'aime bien, j'adore cet objet, je le trouve magnifique. Bon, et puis bon, voilà, c'est un moment de fin, on termine le livre. Édouard lui-même a décidé de nous quitter de son propre chef. Donc parler d'un ciseau en forme de tête de mort qui permet de couper les cordes éthériques, je trouve que ça correspond en fait à cette dernière séance. Et en fait, je suis surpris parce que il aura fallu seulement 10 petites séances en fait, de max 1 heure, et encore si on enlève mes commentaires. En fait, même lu à haute voix, en s'arrêtant souvent, ça se lit assez vite en fait. Mais bon, ça peut se relire, hein. Moi, je l'ai relu plusieurs fois et à chaque fois, je découvre des phrases qui étaient passées à l'as, en fait, ou que j'avais oubliées. Voilà. Et si ça tangue, là, comme ça, c'est parce que j'ai mis la caméra sur ma table à calligramme, qui, ceux qui me suivent, savent, est montée sur roulette, de manière à ce qu'elle puisse se déplacer. Elle est très très lourde. Et donc, en fait, ça tangue, quoi. Dès que je pose mes bras, ça tangue. Allez, on y va. Dernière page, autoportrait Édouard Levé. Les coups de soleil me donnent chaud en surface et froid à l'intérieur. Je me méfie des films adaptés de romans et des romans adaptés de films. Je ne jouis pas de posséder. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu lorsque s'est ouverte la porte du ventre. Le sergent Garcia m'a rendu comique tous les sergents. Pendant 1 an, j'ai dépéri faute de voyage. Et j'apprécie la simplicité de la langue biblique. Je vote. Je vis mieux dans 2 maisons que dans une. Et j'apprécie les boîtes de nuit échangistes qui poussent la logique du nightclub jusqu'à sa conclusion naturelle. Il a raison. Parce que les nightclubs tout court, c'est sordide quand même. Enfin bon. J'avais 5 ans lorsque le clown a dit « Et maintenant, je vais demander à un petit garçon de venir au milieu de la piste. » Un roulement de tambour a accompagné le spot qui s'est arrêté sur moi. Lorsque le clown s'est avancé, j'ai pleuré si méchamment qu'il s'est tourné vers un autre enfant. J'ai eu... Ah là, il faut absolument que je raconte une histoire. Ils avaient, dans la crèche de mon fils, ils avaient fait venir une bonne femme qui allait faire une danse du ventre.
Et donc, ils avaient invité les parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était dans le 20e, près de Pelleport. On voit arriver une bonne femme, visiblement une Gauloise, quoi. Donc, qui s'était mis en tête d'orientaliser sa pratique chorégraphique. Et elle commence à danser. Et c'était extraordinairement sexué, en fait. Et moi, je me suis dit, est-ce que, je sais pas, je suis un porc, je suis le seul à voir que c'est super chaud, mais je voyais les autres parents très très gênés, dont des parents rebeux qui, eux, c'était même plus de la gêne, quoi. Ils étaient dans... Enfin, on était tous très très mal. Et en fait, des enfants se sont mis à pleurer, en fait. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, je vais récupérer mon fils, qui était accroupi avec les autres enfants, qui pleurait pas, mais je voyais qu'il était mal lui aussi, tout le monde était mal. Et je vais partir, ça va faire un énorme scandale, mais c'est pas possible que ça dure comme ça, en fait, cette histoire de danse du ventre devant des enfants de moins de 3 ans. Et puis finalement, je me suis retenu, parce que ça aurait fait vraiment un vrai, vrai drame, et je l'ai toujours regretté. Ça a eu lieu il y a 9-10 ans, quelque chose comme ça, j'ai toujours regretté. Et je balance concernant cette femme entre le plus grand des mépris, la haine et la pitié quand je suis de bonne humeur. Et ceux qui l'ont fait venir dans la crèche pour danser la danse du ventre à moitié nu devant des enfants, je ne sais pas si c'est de la connerie, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était vraiment, ça doit être un des spectacles les plus répugnants auxquels j'ai assisté. Bon, alors on continue. Donc c'était à propos de ces histoires d'enfants qui pleurent lors des spectacles. J'ai eu la rougeole, les oreillons, la varicelle. J'ai vu un aigle. J'ai vu des étoiles de mer. J'ai appris à dessiner en copiant des photos pornographiques. J'ai une perception assez vague de l'histoire et des histoires en général, la chronologie m'ennuie. Je ne souffre pas de l'absence de ce que j'aime. Je préfère le désir au plaisir. Ma mort ne changera rien. J'aimerais écrire dans une langue qui ne me soit pas propre. Je consens à m'émouvoir des couchers de soleil. L'abondance m'affole. Je n'admire aucun âge. Je me passe des intermèdes, mais j'apprécie les préliminaires. Je trouve le pourboire humiliant pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit. Après m'être coupé les cheveux, ils sont trop courts. La vitesse du guépard m'étonne encore. J'aime avoir des habitudes et les changer soudain. Je n'arrive pas en avance, mais je n'aime pas attendre. Attendre ne me dérange pas si je l'ai prévu, mais ce n'est plus vraiment de l'attente. Je n'aime ni commander ni être commandé. Je fais des commentaires. Cool, moi aussi. On est page 122, et cette phrase, en fait, légitime, d'Édouard lui-même, légitime, ce que je viens de faire subir à son livre, en 10 petites séances de lecture. Moi aussi, je fais des commentaires. Édouard, j'ai fait des commentaires pendant que je lisais ton livre. Je passe à autre chose. Enfant, je ne racontais pas de charade. J'ignore combien d'animaux je peux reconnaître à leur odeur. Pour supporter une épreuve, je la découpe en intervalles. Je ne me souviens pas avoir parlé à un Néo-Zélandais. Je n'improvise qu'au piano. Malgré moi, je détourne le regard lorsque je croise un nain. Le mot merveilleux m'émerveille. Je n'utilise pas le mot gamin. À ma connaissance, une seule femme a été enceinte de moi. Emprunter est une épreuve. On m'a retiré 4 dents de sagesse, à moins que ça ne soit que 2. À cause de leur nom, certains actes me semblent tomber en désuétude. Par exemple, verser des arts. Les amygdales m'évoquaient les migales. J'ai joui dans des bouches, j'ai joui sur des visages, j'ai joui dans des sexes, j'ai joui sur des seins, j'ai joui dans des mains, j'ai joui dans des poils, j'ai joui sur des ventres, j'ai joui sur et dans des fesses, j'ai joui sur des dos, j'ai joui dans des cheveux, j'ai joui sur des cuisses. Ah tiens. Il n'a pas joui sur des pieds, et puis c'est assez élégant sa façon d'éviter d'expliciter la sodomie en disant qu'il a joui dans des fesses. En même temps, à un autre moment, il dit qu'il s'est fait enculer. Cache. C'est très bizarre, hein. Donc il se réserve une crudité, et là, c'est un gentleman.
Il y a des mots que j'utilise toujours accompagnés d'un autre. Par exemple, escient. Je ne remarque les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues et les bracelets que pour les déplorer. Diamants et manteaux de fourrure m'indisposent. Je demande plusieurs devis. Je ne regrette pas de ne pas avoir, dévoilé. Kesako. Ça doit être un truc de marine, ça. Hein. Je ne regrette pas de ne pas avoir dévoilé. Je peux donner des étrennes, mais je refuse le calendrier. Je suis prêt à payer. Pourquoi encore ce zeuze. Je suis prêt à payer les musiciens de restaurant pour qu'ils s'arrêtent de jouer. Pas dans les restaurants russes. C'est trop cool dans les restaurants russes. C'est tellement rigolo. C'est comme les karaokés, les restaurants russes. C'est ultime en fait. Je n'attends pas les soldes pour acheter. Le mot friandise m'évoque quelque chose de pédophile. Quand je regarde une fraise, je pense à une langue. Quand je la lèche, à un baiser. Je conçois que le goutte à goutte puisse être une torture. Une brûlure sur ma langue a du goût. Mes souvenirs, bons ou mauvais, sont tristes comme des choses mortes. Je peux être déçu par un ami, mais pas par un ennemi. Je demande le prix avant d'acheter. Je ne vais nulle part les yeux fermés. Enfant, j'avais mauvais goût en musique. Faire du sport m'ennuie au bout d'une heure. Rire me désérotise. Donc, d'après lui, quand il rit, il est moins érotique. J'ai un ami qui m'expliquait ça, qu'en fait, rire au lit, ça flinguait l'érotisme, en fait. Mais moi, je ne trouve pas. Enfin, je veux dire, l'esprit de sérieux aussi peut flinguer l'érotisme. Bon, tout dépend, hein, parce que rire, ça ne veut rien dire. Mais et cette idée que rire, ça désérotise, peut-être pour un homme, pas une femme. Je trouve qu'une femme qui rit ou une femme qui pleure est toujours plus attirante sexuellement qu'une femme qui n'est pas en train de rire ou de pleurer. Bon, c'est mon impression personnelle. Ma mémoire est structurée comme une boule disco. Il adore. Je me demande s'il se trouve encore des parents pour effrayer leurs enfants avec un martinet. Je ne sais pas, mais moi, il y en avait un pendu au mur dans la cuisine. La voix, les textes et la tête de Daniel Darc m'ont rendu audible le rock français. Mes plus belles conversations remontent à mon adolescence avec un ami chez qui nous buvions des cocktails que nous concevions en mélangeant au hasard les alcools de ma mère. Nous parlions jusqu'au lever du soleil dans le salon de cette grande maison qu'avait fréquentée Mallarmé. Au cours de ces nuits, j'ai formulé des discours sur l'amour, la politique, Dieu et la mort, dont je ne retire aucun mot. Même si je les ai parfois conçus en me roulant à terre, des années plus tard, cet ami a dit à sa femme qu'il avait oublié quelque chose dans la maison au moment où il partait jouer au tennis. Il est descendu à la cave et s'est tiré une balle dans la tête avec le fusil qu'il avait soigneusement préparé. Alors, je vous ai parlé en fait du caractère cyclique de ce livre, mais il y a aussi une transversalité dans son écriture, parce que dans son dernier livre, donc Suicide, qu'il a envoyé à son éditeur le jour où il s'est suicidé, et que POL a publié donc par la suite, bon, moi, tout le monde s'est rué sur le livre pour comprendre en fait. C'est un livre très très mauvais, une suite de banalités sur le suicide, un truc. Enfin, vraiment, c'est vraiment extrêmement décevant. Mais il y a une scène intéressante parce que il se balade dans Bordeaux et comme s'il était un autre en fait. Et il revit le suicide de cet ami-là dont il parle là, qui apparemment l'a marqué à vie en fait. Apparemment c'était vraiment un très très bon ami, quoi, un ami d'enfance, à mon avis son meilleur ami. En tout cas, il y avait quelque chose de Montaigne-la Boétie là-dedans. Enfin, si c'était son La Boétie ou son Montaigne, vous choisissez ce que vous préférez. Et donc, dans le dernier livre d'Édouard, Suicide, il est entièrement, il est davantage consacré au suicide de cet ami qu'au sien. Alors même qu'il a envoyé le manuscrit, il est rentré chez lui, il s'est suicidé avec toute une mise en scène. Enfin bref, je vous passe les détails. C'est assez, bon, on me l'a raconté, c'est assez élaboré. Enfin bref.
Et donc en fait, quand on lit, il faut lire tous les livres d'Édouard, en fait, pour connaître son histoire. Elle est disséminée, en fait. C'est une écriture, je pense qu'il s'imagine être un écrivain du fragment, mais en fait, non. C'est une écriture démembrée, disséminée, mais tout est là, en fait. Et c'est... Voilà, c'est comme son histoire de boule disco. Voilà, c'est une boule disco. C'est une œuvre qui a là aussi la forme d'une boule disco, en fait. Bon, voilà, donc l'histoire de l'ami, si vous voulez plus de détails, il faut aller lire Suicide. Il m'avait l'air bien perché aussi, l'ami. Il était aussi entouré de plein de gens qui étaient sévèrement... quoi qu'en fait, à un certain âge, passé un certain âge, on se rend compte qu'absolument tout le monde est fou, en fait. Moi, tous les gens que je connais, ils sont tous fous, quoi. La vraie différence, c'est les fous gentils et les fous méchants. La plupart du temps, les fous gentils se font du mal à eux-mêmes. Et les fous méchants du mal aux autres. Après, est-ce qu'ils ont le choix? Oh ben oui, ils ont le choix. Allez, on continue. J'ai des souvenirs de comètes aux faisceaux poudroyants. Vous voyez, il fait des poussées d'un coup dans le trivial, un coup dans le très poétique. C'est un mezzé. C'est un véritable mezzé. Je lis le dictionnaire. Je suis entré dans un labyrinthe de vers nommé le Palais des Glaces. Je me demande où partent les rêves dont je ne me souviens pas. Je ne sais pas quoi faire de mes mains lorsqu'elles n'ont rien à faire. Bien que ce ne soit jamais pour moi, je me retourne lorsque quelqu'un siffle dans la rue. Les animaux dangereux ne m'effraient pas. J'ai vu la foudre. Je regrette qu'il n'y ait pas de toboggan pour adultes. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. Ça arrive souvent, ça. Et comme ça m'arrivait souvent, moi j'ai commencé à lire le tome 2 de La démocratie en Amérique de Tocqueville. Et du coup, j'ai jamais lu le tome 1. Donc il y a une malédiction sur ces ouvrages en 2 tomes. Hein. Là, pourtant, c'est exceptionnel. Hein. Le tome 2 de la démocratie en Amérique, c'est exceptionnel. Et j'ai lu aussi seulement le 2e tome du Deuxième Sexe, qui est mais vertigineux. J'ai feuilleté le 1er tome, je me dis putain, c'est bien chiant. J'ai entendu ça 1 milliard de fois parce que ça a été retraité là comme ça pendant des dizaines d'années, toutes ces conneries en fait. Mais le 2e tome est phénoménal. C'est vraiment de la littérature. Elle fait la liste des objets qu'on a retrouvés dans des sexes de femmes, qu'elles s'étaient mises elles-mêmes dans leur sexe. Elle fait la liste des façons de pisser. Elle fait la liste des... Et là, on en apprend beaucoup plus sur les femmes que dans le 1er tome, je trouve. C'est encore un avis très personnel. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Sur moi, Édouard, tu as eu de l'influence sur moi, sur d'autres personnes aussi. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Je préfère la ruine au monument. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre le réveillon. 15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je ne demande pas si on aime, si on m'aime. Je ne demande pas si on m'aime. Je ne pourrais dire qu'une fois sans mentir, je meurs. Et là, c'est la dernière phrase. C'est intéressant, la dernière phrase, c'est comme la première, c'est intéressant. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. Putain. Autoportrait, Édouard Levé. La première, c'était quoi? J'ai oublié la première phrase. Adolescent, je croyais que la vie, mode d'emploi, m'aiderait à vivre, et suicide, mode d'emploi, à mourir. Et la dernière phrase, c'est le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. C'est vrai, ça c'est une idée, mais qu'on commence à avoir à partir d'un certain âge. On se demande, est-ce que le meilleur est derrière? Sans que je le sache, en fait. Voilà, on essaie de se rassurer après. C'est vraiment un vrai problème, ça.
Sachant qu'en fait, le vrai problème quand on vieillit n'est pas statistique. Bien sûr, au bout d'un moment, on se dit, nécessairement, il doit y avoir statistiquement, enfin, le meilleur est derrière, en fait, et pas devant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Ce n'est pas comme ça que le meilleur se perd. Le meilleur se perd parce que la capacité à s'en émerveiller, à le goûter, s'atrophie, elle est abîmée. Et donc, bien sûr, avec l'âge, il y a une raréfaction des plus beaux jours, mais pas nécessairement. Il y a des jeunesses abominables. Et puis, il y en a toujours des jours qui sont candidats pour être le plus beau jour. Mais, en vieillissant, comme on sait que tout passe et tout meurt, on a beaucoup plus de mal à s'abandonner à la joie de ces journées-là. C'est pas qu'on devine, on a été dressé à savoir que le lendemain sera décevant et que des jours abominables interviendront plus tard. Et donc ça rabat en fait de plus en plus les belles journées. Tandis que avant, au début, dans la première moitié, on s'imagine qu'on est dans une sorte de crescendo, quoi. Ça va aller de mieux en mieux. On s'imagine que si on a trois journées formidables, c'est qu'on a trouvé le secret. Ça y est, on a la clé. Mais non. Voilà. Donc, bon. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand j'ai pris ce livre dans ma bibliothèque, le marque-page était des photos de moi, de l'époque où je l'ai lu. Et je me trouve affreux sur ces photos. Et je vais les montrer rapidement. Hop, hop, c'est pas beau. Enfin, en tout cas, je ne m'aime pas sur ces photos. Très étrange. Elle est très étrange cette photo. Berk. Enfin bref, je vais la remettre comme marque-page dans le livre et comme ça, je les retrouverai dans 5 ans. Je lis une fois tous les 5 ans, gros. Ah, voilà. Bon, bah c'est fini. Enfin, pour ce livre. J'aimerais bien continuer à lire comme ça, un petit truc au hasard. Et puis ça permet... alors le problème, c'est que je vois des gens passer, en fait. Mais une fois que la vidéo est terminée, tous les noms disparaissent. Ce qui fait que j'ai juste un chiffre, un nombre. J'ai plus les noms de ceux qui ont regardé. Sauf ceux qui ont fait un commentaire, un like, ou... Alors là, je vois leur nom. Mais ceux qui ont juste regardé... Alors quelquefois, j'ai des messages de gens qui n'ont pas ni liké ni rien du tout, qui me disent « Ah, c'est super », mais en message privé. Ça, il faut que je dise, j'ai jamais compris ces histoires de félicitations privées. C'est toujours un peu inquiétant, un peu suspect. Ça arrive dans les vernissages, pour certains tableaux, etc. C'est très étrange, hein. C'est aussi bizarre que les félicitations publiques, d'ailleurs. C'est étrange, en fait. Les félicitations privées, secrètes. Félicitations secrètes. Moi, je suis un peu je sais pas à quelle fréquence ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive assez souvent. Et je comprends pas pourquoi. Pourquoi je déclenche ça? Pourquoi je déclenche les gens qui me félicitent, mais en cachette? Je ne vois qu'une explication, je dois avoir une réputation de merde. Mais vraiment de merde. Ah, mon Dieu, ça me procure un plaisir complètement tordu, complètement pervers. Mais ça me fait frémir la colonne vertébrale. Bon, allez, on va se quitter là, c'est court, c'est intense, la table bouge tout le temps. Alors, est-ce que je promets que je vais me raser pour le prochain livre? On dirait un... Ouais, il faut que je me rase. Là, c'est des traces de cigarettes, j'ai de belles dents, toutes saines, mais elles sont pleines de taches de cigarettes. C'est dommage. Voilà.
puis en fait, j'avais dit que j'allais peut-être lire Nous, on nous de Manuel Pagano. Puis je m'étais dit peut-être, j'avais dit peut-être, mais ça va être ça en fait. Donc demain, il faut que je retrouve l'exemplaire. Et il faut que je lise aussi une littérature, pas de fragments, mais une littérature qui n'a pas, qui ne déploie pas de diachronie de grande ampleur, quoi. Une littérature qui fonctionne comme une parentèle. C'est les morceaux sont parents les uns des autres, en fait. Il s'agit pas du coup, à la fin, de sensation d'histoire, d'histoire de famille, mais d'albums de famille. Ce sont des littératures photographiques, avec des petits flashs stroboscopiques, ou alors euh, et ce ne sont pas nécessairement les littératures que je préfère, mais sont celles que j'arrive à lire le mieux, en fait. Qui correspondent le mieux à ma faculté de lecteur et qui m'intéressent le plus, en fait. Voilà. Et elles sont très peu lues, enfin elles sont excellentes, elles sont connues, mais elles sont beaucoup moins lues. C'est de la très bonne littérature, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas très populaire, quoi. C'est pas de la littérature. On voit pas beaucoup de gens dans le métro lire ces livres-là. Euh, voilà. Bon, moi j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui, et demain on commence notre livre. C'était Autoportrait d'Édouard Levé. Je ne saurais que trop vous le conseiller.